la demande globale des Iraniens, c'est de dire la République islamique à abattre. Donc ce régime-là n'est jamais réformable, jamais, jamais. Didier Idjadi, bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Canada. Bonjour, merci à vous, et j'espère que tout le monde va bien, et un grand merci aux citoyens israéliens. Alors, vous êtes, Didier, vous êtes sociologue, vous habitez en France, vous êtes réfugié politique iranien. Depuis combien de temps vous êtes en France, Didier ? Depuis 1983. Alors, on va essayer de comprendre, puisque vous savez, vous continuez à vérifier, à connaître, à voir ce qui se passe actuellement en Iran. On va essayer de savoir avec vous un peu plus sur la situation en Iran. Et ma première question, c'est justement, quelle est la situation aujourd'hui en Iran, dans les rues iraniennes ? Est-ce qu'il y a encore des manifestations ou elles se sont totalement arrêtées ? Et la situation iranienne aujourd'hui est de la manière suivante, si vous voulez là. Bien évidemment, des grandes manifestations de 8 et 9 janvier, comme vous le savez, ont été écrasées dans le sang par le système totalitaire islamiste au pouvoir là. Et le régime a mobilisé la totalité de ses troupes, de ses forces répressives, pour effectivement empêcher la descente dans la rue, mais également tout mouvement qui était là éventuellement, donc de les véritablement écraser. Mais depuis, on constate, malgré la répression et puis donc les crimes contre l'humanité, c'est-à-dire avec aux alentours donc 36 000 voire plus, disons des gens tués. Eh bien, par exemple la semaine dernière, on avait également des mouvements de grève, si vous voulez, et de contestation à l'intérieur donc des universités, par exemple à Shiraz, mais également à Ispahan et aussi à Mashhad. Et aussi, il y avait, si vous voulez, un appel qui est de la part donc, des Bazaris pour la semaine qui démarre, pour, disons, un mouvement de grève. On ne sait pas encore l'étendue, effectivement, de ce mouvement-là. Mais aussi, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir dans la totalité donc, de l'Iran, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enterrements. Et donc, les familles cherchent effectivement à enterrer leurs enfants, leurs proches, mais ce qui est effectivement un phénomène véritablement intéressant d'un point de vue sociologique, c'est que chaque cérémonie de deuil est transformée en situation de contestation avec des mots d'ordre et des slogans contre le régime, contre Khomeini, etc. C'est-à-dire tous ces mouvements-là, tous ces, disons, tendances dans la société montrent que malgré la répression, eh bien, toujours la colère, elle est là, et les Iraniens cherchent encore des opportunités pour pouvoir manifester leur colère contre le régime. Alors, je suppose aussi que les Iraniens suivent aussi de très près, je ne sais pas combien ils ont des informations au sujet des discussions qui ont eu lieu et qui vont continuer entre Washington et Téhéran. Quelles sont les attentes aujourd'hui du peuple iranien par rapport à ces discussions, ou est-ce que le peuple iranien attend que vraiment les États-Unis attaquent l'Iran, que ce serait peut-être une libération pour eux ? Vous savez, le peuple iranien n'a jamais attendu à ce qu'il y ait des recommandations ou des ordres de la part de tel ou tel pays pour continuer la lutte contre le régime. C'est un régime très répressif et totalitaire là. Mais néanmoins aujourd'hui, on constate que dans la société iranienne, après l'écrasement véritablement, disons, de ce mouvement-là, on constate qu'effectivement les Iraniens, avec les mains nues, ne peuvent pas totalement vaincre, disons, ce régime barbare. Et donc, c'est pour cela, quand le président américain a annoncé le 13 janvier, eh bien, l'aide est en cours, là, eh bien, cela a créé un certain espoir également, là. Donc, les Iraniens, bien évidemment, nous n'avons pas des statistiques.
pour voir effectivement l'importance de cette demande, de ce souhait, mais néanmoins, à partir, disons, des contacts, à partir des échanges qu'on a, des images, etc., mais également ce qui existe à l'extérieur, c'est-à-dire à l'étranger, il y a une forte demande de la part des Iraniens à ce qu'il y ait effectivement des frappes américaines ciblées contre le système de commandement, contre le système de décision, voire contre Khamenei lui-même, car il pense qu'effectivement cela est indispensable et c'est le devoir international de l'humanité contre ce régime-là, car ce régime a été, si vous voulez, aidé largement par des forces mercenaires en Iran, c'est-à-dire des Irakiens, des Syriens, des Palestiniens, des Afghans, etc. Donc, le régime, il est dans une démarche disons, d'internationalisation pour réprimer le peuple et que donc le peuple attend à ce qu'il y ait véritablement de l'aide véritable de la part, y compris bien évidemment des États-Unis. Alors, je voudrais qu'on parle à présent des négociations qui ont commencé entre les États-Unis et l'Iran, des négociations qui ont eu lieu déjà à Oman, qui doivent se poursuivre cette semaine, je crois, à Genève. De quelle manière le régime iranien aborde ces négociations? Est-ce que c'est d'une façon vraiment honnête dans le but d'obtenir un accord, d'arriver à un accord, ou c'est plutôt une façon pour le régime iranien de gagner du temps? Certainement, sa politique, ça a été toujours de gagner du temps, mais également faire de la manipulation et puis tricher avec le monde entier, si vous voulez. Le président américain, au départ, a annoncé 4 conditions. La première, c'était effectivement l'enrichissement nucléaire zéro. Deuxième point concernait effectivement les 400 kilos d'uranium enrichi à 60% et donc ils ont demandé la restitution. Le troisième point, le système donc de missiles disons iraniens qui vise bien évidemment le territoire israélien mais également au-delà également avec la portée de 3000, on atteint aussi une partie donc de l'Europe et donc bien évidemment, ça a été parmi les exigences. Et enfin, il y avait un autre point qui était justement concerné disons, les organisations islamistes terroristes, monant des Hamas ou Hezbollah, ou Hachad al-Sha'bi et les Yéménites, etc. Et donc, si les États-Unis maintiennent véritablement ces 4 points, ces 4 conditions, eh bien, le régime iranien n'arrive jamais à accepter cela. Et donc, sa logique, c'est une logique de guerre, c'est une logique de djihad, si vous voulez, et c'est pour cela, et bien évidemment, ils disent que la question, par exemple, des missiles, pour le régime iranien, c'est une question vitale. Bien évidemment, pour un régime terroriste, être vital, ça veut dire quoi? C'est-à-dire attaquer les autres. Et donc, bien évidemment, aussi le territoire israélien. Et donc, véritablement, sur tous ces points-là, les choses qui ont été demandées par des Américains correspondent aussi aux aspirations du peuple iranien. Et le peuple iranien n'a jamais approuvé la question nucléaire, ou bien les missiles qui agressent les autres pays, ou également les proxys terroristes et les Iraniens dans les rues. Ils ont toujours dit ni Gaza, ni Hamas, je me sacrifie pour l'Iran. Et donc, ce qui est important, c'est que aujourd'hui, le régime iranien, effectivement, reste dans sa position. Le président américain, visiblement, il y a une certaine ambiguïté dans ses propos, mais néanmoins, moi, je pense que avec l'accumulation de l'ensemble disons, de l'arsenal militaire à tous les niveaux, eh bien, on se dirige véritablement vers une situation de guerre et également l'État d'Israël aussi est contre donc tout, si vous voulez, toute politique de réconciliation ou tout traité avec le régime iranien, eh bien, ça aide aussi, d'une certaine manière, la demande donc des Iraniens. Et donc, forcément, le monde entier, il faut qu'il sache que tant que le régime existe en Iran, c'est un mécanisme de nuisance
pour le peuple iranien, pour la région et pour le monde entier. Mais à quel point ces sujets justement militaires, ces sujets nucléaires sont importants pour le peuple iranien? Est-ce que aujourd'hui, ce qui intéresse vraiment le peuple iranien et les Iraniens dans le pays, c'est pas plutôt la situation économique, une situation économique qui est catastrophique pour les Iraniens? Si vous voulez, on a toujours dans les milieux journalistiques, on a évoqué avec le démarrage de ces contestations depuis le 28 décembre, si vous voulez, bien évidemment, pendant tout le parcours effectivement de la République islamique, la souffrance économique, l'injustice économique, c'est une réalité quotidienne permanente, bien évidemment. Mais néanmoins, à ne pas oublier que ces injustices-là sont engendrées par un système politique totalitaire, si vous voulez. Et donc, on ne peut pas véritablement séparer les deux. Et bien évidemment, les Bazaris, ils ont commencé par une contestation de nature économique, mais nous avons vu tous que immédiatement, effectivement, ces mouvements de grève des Bazaris, eh bien, a été complété, a été renforcé par l'ensemble des mouvements en Iran contre le régime, car les gens, ils ont, demandé dans les rues, dans les différentes villes, ils ont dit à bas la République islamique et à bas Khomeini également. Donc, si vous voulez, c'est vrai que cette injustice existe, mais néanmoins, autant donc d'Iraniens ont été massacrés. Et c'est quoi? C'est une nature politique donc du régime. Autant de cas de torture, de viol dans les prisons iraniennes. Cela met en évidence la nature politique de ce régime policier également là. Donc aujourd'hui, ce qui est véritablement une demande globale, mais tout en étant conscient qu'effectivement, mais dans chaque point, on peut toujours réclamer la demande globale des Iraniens, c'est de dire la République islamique à abattre. Donc ce régime-là n'est jamais réformable, jamais, jamais, car toutes les tentatives de manipulation qui ont été faites par le régime, on a vu qu'effectivement, y compris, vous regardez par exemple Pezeshkian, on l'a présenté au départ comme un réformateur, pas seulement le régime d'une certaine manière, mais également dans le monde occidental. Mais les Iraniens qui étaient conscients, ils le savaient qu'effectivement cela est désigné par donc Khomeini, c'est des techniques, des tactiques par rapport à un contexte national ou international. Donc, et lui-même, c'est-à-dire Pezeshkian, a donné des ordres pour tuer également les gens. Et donc, si vous voulez, en un mot, eh bien, les Iraniens, et la question, quand ils disent ni Gaza, ni Liban, je me sacrifie pour l'Iran, c'est-à-dire ils sont en train de contester la politique régionale du régime. Donc c'est une demande, c'est une exigence forte politique. Pourquoi autant d'argent pour les tunnels de Hezbollah pour attaquer donc des Israéliens ou les Hezbollah? Eh bien cet argent-là doit servir quoi? Le peuple iranien, bien évidemment. Mais ce régime-là est contre la nation iranienne, contre les intérêts vitaux des Iraniens. Et donc, par rapport à sa question idéologique, qui est donc l'idéologie chiite et djihadiste, eh bien, il doit continuer à la fois à réprimer le peuple iranien, mais également provoquer au niveau donc du Moyen-Orient et contre donc l'État d'Israël, et aussi le terrorisme international, si vous voulez là. Donc le régime, il est totalement nuisible, véritablement, sans aucune exagération pour l'humanité entière. Pour terminer, dernière question, Didier Idjadi, on parle beaucoup, en tout cas, on évoque une possible intervention israélienne sur le terrain en Iran, un peu comme ce qu'a été l'opération des beepers au Liban. Est-ce que c'est quelque chose dont on parle? Est-ce que le peuple iranien attend une opération de cette envergure? Si vous voulez, les Iraniens sont
bien évidemment, sont avec des sentiments contradictoires et différents. Mais également, je ne peux pas vous dire qu'effectivement, tous les Iraniens, d'une manière unanime, mais il y a une forte demande également à ce qu'il y ait effectivement de la part des Israéliens, dans la collaboration avec les Américains, et bien évidemment des attaques contre, comme ça a été fait pour disons, le Liban, contre le Hezbollah. Les Iraniens, véritablement, dans leur grande majorité, ils étaient satisfaits, car Hezbollah, c'est l'ennemi du peuple iranien, c'est l'allié donc du régime, et que donc aujourd'hui, si Khamenei il est attaqué, si disons les 30 chefs pastarans qui pendant la guerre de 12 jours ont été tués, et c'est véritablement les gens, les Iraniens, dans leur grande majorité, ils sont satisfaits, si vous voulez, car tous ces pastarans sont véritablement des défenseurs donc du régime, de la corruption, et donc le totalitarisme islamique qui est exercé en Iran, c'est aussi à cause d'eux, et que par conséquent, s'il y a des attaques ciblées aussi, et à la fois américano et israéliennes, eh bien, je pense véritablement, et cela est approuvé par beaucoup de gens, ça, je le vois au niveau étranger, si vous voulez, là. Beaucoup d'amitié exprimée à l'égard donc d'Israël. Dans les grandes manifestations, hier, il y avait des grandes manifestations en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, etc. En Allemagne, il y avait 250 000 personnes, et majoritairement des Iraniens. Au Canada, j'ai entendu hier soir qu'effectivement, c'est dans les 400 000. Et tous ces gens-là, quand vous regardez, il y a le drapeau, bien évidemment, iranien partout, avec disons, le soleil et puis le lion, mais également il y a des drapeaux israéliens, des drapeaux américains, des drapeaux, disons, d'Ukraine, etc., etc. C'est-à-dire, les Iraniens ont défini qu'effectivement, ce sont des amis de l'Iran, ce sont des amis du peuple iranien, et que par conséquent, le régime, il est très mécontent. Bien évidemment, c'est parce que le régime a des amis tels que Hamas, criminels, ou bien tels que Poutine, ou bien Chinois, ou bien la Corée du Nord, et tous ces, ou bien l'ex-dictateur donc du Sud-américain, mais tous ces gens-là, en fait, forment une coalition des assassins et des dictateurs, et que pour le peuple iranien, c'est clair, il faut absolument contre la totalité de ces gens-là, et surtout le régime iranien, qui est véritablement l'élément fondamental de destruction de l'Iran, de la culture iranienne, de l'environnement iranien, et que véritablement, tant que ce régime il est là, le peuple iranien n'aura pas une situation tranquille de paix, mais également de prospérité économique et de liberté. Donc le souhait, pour la dernière phrase, le souhait donc du peuple iranien, véritablement, c'est la liberté, la démocratie, un État laïque, ce qui a été évoqué par le prince Reza Pahlavi. Et donc, la proposition de Reza Pahlavi, c'est une proposition sage quand il a évoqué que avec le renversement du régime, on envisage une période de transition pour aller vers une élection et une assemblée constituante. Je pense que, bien évidemment, cela est critiqué par une partie donc de la société iranienne, surtout les forces de gauche classiques, ainsi que donc, bien évidemment, les milieux islamiques ou religieux, etc. Mais les autres, une grosse partie donc de la société approuve cela, et je pense que aujourd'hui nous n'avons pas d'autre choix que d'aller vers cette solution-là, c'est-à-dire être unis dans l'action contre le régime pour commencer une période de transition, et après il y aura donc l'expression libre, le pluralisme, et que chaque courant puisse s'exprimer, et pour aller vers une élection afin de définir le poids de chaque courant de pensée ou chaque, disons, tendance, pour pouvoir définir enfin la forme définitive donc de l'État futur en Iran. Didier Ijadi, pour terminer, on va rappeler que vous avez écrit un livre justement concernant la laïcité et l'islamisme. Rappelez-nous le titre de ce livre. Oui, c'est l'Iran,
voilà, l'Iran, islamisme, Et laïcité, histoire d'un affrontement. voilà. Et donc, effectivement, cela, bien évidemment, je fais une dizaine d'ouvrages en persan, et cela également, les collègues m'ont demandé effectivement de faire aussi en français. Très Ça, bien. je l'ai fait. C'est bien évidemment, comme vous voyez, l'islamisme, c'est le mal absolu, et laïcité, pour l'Iran, c'est Très bien. l'avenir de l'Iran pour un pays qui est laïcisé d'une manière très très large. Très bien. Didier Idjadi, merci beaucoup. Vous êtes, je rappelle, sociologue et réfugié politique. Vous habitez en France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. À très bientôt. Merci infiniment. Merci.